Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes dans les bureaux d'Adéquancy et j'ai le plaisir d'accueillir Paul Bouliou. Bonjour Paul. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes nombreux à nous rejoindre, on vous voit encore arriver, j'en vois quelques-uns que je dois accepter au fur et à mesure. On est ici pour une petite heure pour aborder un thème ardu dès le matin, mais heureusement on a un interlocuteur de choix qui va bien nous accompagner dans le décryptage du M&A en ce moment, dans un contexte très fluctuant. On va parler bien sûr du contexte, essayer de comprendre un petit peu quelles sont les clés de lecture, est-ce qu'il faut les ajuster, et sur quoi on peut se repérer en ce moment, c'est pas évident. Et puis après, on va partir un petit peu plus sur le process du M&A. Quelles sont les étapes fortes? Et puis, pour vous, manager de transition, comment vous pouvez vous positionner dans ces étapes-là? Quelle est votre force, votre valeur ajoutée par rapport aux équipes en place et aux équipes d'investissement? Paul, vous êtes là en tant que cofondateur et associé de l'Argilière Finance. Pour bien commencer la matinée, est-ce que vous pouvez bien nous présenter votre organisation? Avec plaisir. Alors, déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Absolument ravi d'être avec vous ce matin. Je ne sais pas si pour les questions, comment ça se passera? Alors, pour les questions, ils ont l'habitude, vous avez raison, je oui, dis qu'ils ne sont pas là. Donc, les questions sont posées dans le fil d'actualité. Et puis, on a Victoire qui est en coulisses, qui fera la modération et qui nous rejoindra en fin de conférence pour poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous mettez tout dans le fil de conversation sur la droite de votre écran et on récupère tout au fur et à mesure. Super. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je suis donc Paul Bouliou. Je suis l'un des associés. Je suis président de l'Argilière Finance. Alors, l'Argilière Finance, qu'est-ce que c'est? Nous sommes une banque d'affaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une banque d'affaires? Déjà, on n'ouvre pas les comptes bancaires, on ne fait pas de financement. Et c'est un terme usurpé. On fait du conseil. Ouais. On fait du conseil en fusion-acquisition. On n'est pas une banque en tant que telle. D'ailleurs, nous ne sommes pas régulés, ce que je regrette. D'accord. Mais il en a été question, ça, de réguler un petit peu les. Alors, on peut en parler. Je suis administrateur et secrétaire général de la Chambre nationale des conseils et experts financiers. Ouais. Donc, je porte la parole en particulier pour une partie de la profession. Et on s'est retrouvé à l'AMF en 2018, été 2018, à se faire virer par la peau des fesses de l'AMF, alors qu'on souhaitait avoir un statut de PSI, prestataire en service d'investissement, un peu light, c'est-à-dire pas le statut bancaire, pas le pur statut de PSI, mais un statut pour les banques d'affaires. Et nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il y ait quelques obligations de formation, d'assurance et de respect d'une charte pour gérer tout ce qui est éthique, loyauté, obligation de moyens. Et ça nous a été refusé. L'AMF considérait qu'on était une trop petite population en termes de nombre d'acteurs en France et que ça ne justifiait pas une régulation et un encadrement par le régulateur. Donc, en 2018, on s'est fait sortir par la peau du dos. Alors qu'avant, on avait un statut de CIF qui était un statut hybride qui correspond au métier de la gestion de patrimoine et non pas au métier du conseil en fusion-acquisition. Voilà. Désolé pour cette petite parenthèse. L'Argilière Finance, nous sommes donc un conseil en fusion-acquisition, une banque d'affaires. Notre métier, c'est d'accompagner les dirigeants, les investisseurs, les familles, les grands corporates, les managers sur les opérations capitalistiques. Les opérations capitalistiques, comme leur nom l'indique, c'est les opérations qui vont toucher au capital de l'entreprise. Prenons les grands exemples, les cessions d'entreprise, les acquisitions d'entreprise, la croissance externe, mais également, et on en reparlera parce que ça va vous concerner directement, les LBO. Et puis, on va avoir également ce qu'on appelle le debt advisory, c'est-à-dire le conseil pour de la dette un peu structurante. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher de la dette d'équipement, mais on va chercher des dettes de financement d'acquisition, des dettes LBO. Nous sommes un peu plus de 40. On a la chance d'avoir une croissance importante, ce qui n'est pas le reflet du marché. On parlera du marché tout à l'heure. Et à la fin de l'année, on devrait être une cinquantaine de professionnels, dont 35 banquiers d'affaires. Nous intervenons, parce que c'est un métier de segment. C'est-à-dire que tout le monde ne fait pas tout. Et il est important d'avoir une vision claire des segments sur lesquels chaque interlocuteur intervient. Nous intervenons essentiellement sur les opérations de M&A, cession, acquisition, LBO. On n'intervient pas sur les levées de fonds, on ne fait pas de tech.
en levée de fonds, on ne fait pas de start-up, on ne fait pas d'introduction en bourse. Voilà, les grands métiers. Et on intervient sur des opérations entre 20 millions d'euros et 100, 150 millions d'euros, taille d'opération. Ça veut dire que ce sont des chiffres d'affaires entre 10 et 500 millions d'euros. On intervient toujours pour des sociétés profitables. Nous ne sommes pas l'acteur du distressed M&A, parfois un élément de segment des marchés. Et on aime bien accompagner nos clients sur le temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a une forte croissance. C'est-à-dire qu'on a nos clients qui font LBO et puis 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on les revoit pour le LBO secondaire. En termes de secteur, on est un expert sectoriel. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait que des deals dans le secteur, mais quand ça touche les services financiers, quand ça touche l'industrie, les business services ou tech digital, on aime bien. Si je veux être un tout petit peu plus précis, services financiers, ça va être gestion de patrimoine, courtage en assurance, ça va être les métiers également multifamily office. Il y a beaucoup d'agitation sur ce secteur. FinTech et Asset Management. Dans l'industrie, il y a des segments qu'on aime bien particulièrement. C'est les métiers autour du bâtiment. Il y a encore beaucoup d'activités dans le secondaire, dans la rénovation. Mais on intervient également beaucoup, sur tout ce qui est agro-business, food and beverage, les métiers de la transformation alimentaire. On intervient également de plus en plus, le secteur est à la mode, on pourra en parler si vous le souhaitez, sur le secteur aérodéfense. Aérodéfense, publiquement, c'est l'aviation, mais c'est également beaucoup le secteur de la défense. Il y a beaucoup de petits acteurs, ça qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. On a tendance à penser que c'est un secteur qui est très exploité, finalement. Dans la défense, il y a 7 gros donneurs d'ordre, on les connaît tous, Airbus, Thales, Safran, Naval, il y a Dassault, il y a 7 gros acteurs. Et ensuite, il y a 4000 PME, 4500 PME. Alors, elles ne travaillent pas toutes pour le secteur de la défense, mais ce sont le plus souvent des acteurs, ce qu'on appelle dans la dualité, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des commandes civiles, mais également des commandes dans le cadre de commandes militaires. Et c'est un écosystème considérable en France. On pourra faire un focus si vous souhaitez, c'est un sujet que j'adore. Super. Lorsqu'on parle des secteurs, on parlait du 3e secteur, business services, des métiers du conseil. Oui. On aime beaucoup votre activité. Et également les métiers du conseil en transformation digitale et les métiers de la communication, marketing, publicité. Et puis, 4e secteur, tech digital, en particulier les éditeurs logiciels et les services au digital. D'accord. Ça, ce sont les 4 gros secteurs que nous couvrons. Ça représente 80% de nos opérations. Et je vous disais, on est en croissance, en développement. Ça nous permet d'acquérir également des compétences qui étaient à l'intérieur déjà de la filière finance, mais qu'on a l'occasion d'appuyer sur des managers qui viennent avec une expérience renforcée. On développe leisure, hospitality, c'est-à-dire les chaînes d'hôtels, les chaînes de restaurants. Il y a des réussites fulgurantes actuellement. Ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Oui. Il y a à la fois des acteurs qui sont en souffrance et puis des acteurs qui sont en fort développement. Et puis, on développe également, on a recruté un excellent manager qui porte l'expertise Consumer Goods Luxury. On a quelques très, très beaux dossiers en cours. C'est-à-dire qu'on pourra communiquer rapidement là-dessus. On n'a pas de site là. Ah non. Je pourrais vous donner un scoop tout à l'heure. Je vais vous le donner tout de suite, d'ailleurs. On va communiquer... Et le 26 aujourd'hui, jeudi, je pense que ce sera en fin de semaine ou début de semaine prochaine, on rejoint un réseau international qui s'appelle Rich M&A, qui est un magnifique réseau qui est constitué de 400 banquiers, plus de 30 pays couverts avec 26 banques d'affaires indépendantes à travers le monde, très grosse équipe aux États-Unis, qui sont plus d'une centaine, très grosse équipe au UK, et vraiment une map monde avec des petits points partout. Et ça va nous permettre de renforcer notre expertise sur les opérations cross-border. Okay. On a beaucoup grossi entre 2019 et maintenant. On a des clients qui ont grossi. Il était important de les accompagner et de leur apporter un service complet. On est tout à fait capable de faire des opérations cross-border. On a par exemple vendu un éditeur nantais qui s'appelle Infineo à Sage. Alors c'est marrant parce que vous avez d'un côté un petit pois, puis à côté vous avez une montagne. Alors, c'est une entreprise formidable, leader mondial de l'information financière, enfin de l'information de gestion pour les entreprises.
Pour vous donner une petite idée du deal, on avait un client qui devait avoir une quinzaine ou une vingtaine de salariés, et en face de nous, durant les audits, on avait 175 auditeurs. C'est problématique. C'était très rigolo d'avoir des réunions avec des visios, parce qu'ils étaient tous basés à New York, même si Sedge est coté à Londres, toutes les équipes de M&A étaient américaines, et vous aviez les auditeurs financiers, les auditeurs juridiques, une mosaïque incroyable, et de représentants de l'entreprise, qui étaient les chiens de garde de Sedge, qui auscultaient chaque poil de la moquette de notre client en finaux. On a fait un très beau deal, notre client est ravi, on est très content. Donc, tout ça pour dire qu'on est tout à fait capable, historiquement, d'accompagner nos clients sur des opérations cross-border, mais on va encore renforcer cette pratique pour accélérer le développement de l'argile finance. C'est quelle proportion de votre portefeuille cette opération? Aujourd'hui, c'est 15 à 20%, sachant que ce n'est pas le reflet du travail. Dans beaucoup d'opérations, en particulier des opérations de sell-side, c'est-à-dire lorsqu'on est à la vente, et dans quelques opérations d'acquisition, on va bien sûr, les frontières n'existent pas, il n'y a pas de barrière de langue, on part à l'étranger, on travaille actuellement pour un groupe du CAC 40 sur les acquisitions monde sur 2 de ces verticales métiers. J'avais un de mes associés qui était au Moyen-Orient il y a quelques jours, et la semaine d'avant, il était aux États-Unis, et on fait leurs acquisitions monde, c'est totalement neutre pour nous, et on est totalement à même de les accompagner. Mais le fait de rejoindre un réseau va nous permettre, un peu comme pour les cabinets d'avocats, chacun est chez soi, mais on réfère des clients qui ont besoin d'une assistance locale avec des acteurs locaux. Ça va accélérer. L'objectif, c'est d'accélérer et d'avoir un meilleur service pour nos clients. Donc, super. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Pardon, point important, on adore les régions. Ouais. Alors, nous sommes basés à Paris, et le gros des équipes, à peu près toutes les équipes sont à Paris, mais on a un bureau à Lyon, un bureau à Nantes, nous avons un bureau à Bordeaux, et historiquement, bureau à Genève et Bruxelles. Dans les faits, c'est vraiment piloté depuis Paris, parce que on a envie que, nous on dit souvent qu'on est l'école bleue de la finance, on a envie que toutes les machines et tous les ouvriers soient sur le même site, ce qui permet d'avoir un contrôle qualité et une tension de la chaîne de production stable. Mais on a vraiment des équipes qui se déplacent beaucoup en région, et on aime beaucoup prendre le dernier train, le dernier vol du soir pour être le matin devant l'ouverture de l'usine avec les bottes et être au plus près des dirigeants. Ce que toutes les équipes de banques d'affaires parisiennes aiment pas faire. Nous, on est très terrain. On est tous des provinciaux à l'origine. Donc, beaucoup de proximité avec le terrain et beaucoup d'approches très, très réalistes aux côtés des dirigeants. Je rappelle régulièrement aux équipes que lorsqu'on traite, par exemple, pour une famille, la cession de son entreprise, c'est des dizaines d'années de travail, souvent pour toute la famille, parfois plusieurs générations. C'est le gros du patrimoine familial, c'est des projets familiaux, c'est les études des enfants. C'est pas un coût financier entre investisseurs. Là, on parle plus de finance, on parle de la vie. On parle des familles, et il faut être très à l'écoute, très sensible à ces messages-là. La finance, c'est facile. On n'envoie pas des fusées sur la Lune. C'est une expertise. Chacun et chacune d'entre vous porte une expertise. Mais nous, on porte l'expertise M&A. Si on n'est pas bon, il faut changer de métier. Donc, il faut être très, très bon. Mais le vrai territoire de compétence, c'est véritablement la partie humaine. On en parlera pour l'IA tout à l'heure, qui va être un grand disrupteur. Et ça, je pense que l'IA permettra d'agir encore en tant qu'humain, en étant justement très à l'écoute de cette dimension sur les émotions, les craintes. Tout ça m'a laissé plus de temps que ça, finalement. Hein? Absolument. Bon, alors, je vous propose qu'on parle un petit peu du contexte du marché aujourd'hui, parce que c'est un pro ultra fluctuant. On a perdu un peu nos repères, et on est heureux de vous avoir pour nous dire un petit peu quelle est votre vision de ce marché et si vous... Alors, je prends mon téléphone parce que j'ai fait un petit peu de recherche avant pour préparer notre émission. On est sur un marché qui est complexe. Alors, vous avez tout et son contraire qui est dit. Vous avez plein de chiffres qui donnent des plus, des moins, selon que vous parliez des valeurs, selon que vous parliez du nombre de deals, selon le segment sur lequel vous êtes.
Et donc, il n'y a pas de vérité exacte. Nous, ce qu'on ressent simplement, c'est plusieurs choses. Le marché est difficile, très difficile. La première raison, c'est que en 2022-2023, il y avait quasiment plus de financement sur ce qu'on appelle le large cap ou big cap. C'est-à-dire que quand vous vouliez lever une dette d'acquisition, une dette de LBO, à l'exception du fait que vous soyez un très grand groupe, quand vous étiez même une belle ETI, ben vous n'arriviez pas à avoir de dette. Parce que, je vous rappelle, on était post-Covid, ça avait déjà un peu agité le bocal, donc la vase avait commencé à monter, puis la guerre en Ukraine, ça a été un sacrée complication pour ne pas... Une énorme incertitude qui arrive en plus. Une énorme incertitude avec plein de trucs compliqués. La supply chain, des salariés qui avaient du mal à retourner au boulot et de la tension, de l'inflation, des taux d'intérêt, une incertitude géopolitique, tout ça un peu lié. Les banquiers se sont rétractés. On ne savait pas que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est sur des taux bas. On ne savait plus gérer des dettes avec des taux à 4, 5%. Donc c'est devenu très complexe. Du coup, par définition, les financiers, dès qu'ils sont inquiets, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prennent pas de décision, ils posent le crayon et ils attendent d'avoir une visibilité plus claire. Aujourd'hui, les financements sont revenus, mais l'anxiété est ailleurs. On s'aperçoit que les current trading, et ça vous le voyez chez vos clients, vous le voyez dans les affaires que vous observez et que vous accompagnez, vous le lisez dans la presse au quotidien, les current trading sont très remis en cause et sont très incertains. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui pendant 10 ans a gagné de l'argent et faisait des EBITDA un peu comme du papier musique, puis du jour au lendemain perd un gros client, où il y a une tension sur les marges, où les prix d'achat ont changé, ou il y a une disruption technologique, les incertitudes sont très nombreuses. L'origine de ces incertitudes, c'est un peu comme les signes noirs, mais non pas au niveau macro, au niveau micro, sont nombreuses, sont partout. Du coup, les investisseurs et les grands corporates, dans le cadre de leurs opérations d'investissement ou d'acquisition, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du temps. C'est-à-dire que là où vous mettiez en 2021, 2022, mettiez 6-9 mois pour faire un deal de LBO ou avec un fonds d'investissement, 9-15 mois avec un corporate, aujourd'hui vous mettez plutôt un an avec un fonds et vous mettez plutôt 12-18 mois avec un corporate. D'accord. Pourquoi? Parce que très vite, lorsque l'entité est belle, l'investisseur, l'acquéreur envoie une lettre d'intention, le plus toujours non-binding, non engageante, parce que se garde la possibilité de sortir. Mais dans les faits, ils achètent du temps et après les audits commencent et sont très longs. L'intérêt, c'est quoi? Déjà aller en profondeur, bien comprendre l'entreprise, bien comprendre le contexte de marché. Et puis, deuxièmement, c'est être dans la place avec une offre, mais en ayant la possibilité de renégocier, déjà d'être l'observateur des éventuels aléas et pouvoir renégocier s'il y a des aléas, voire de sortir. Ce qu'on observe même, c'est que vous avez des acquéreurs, vous avez des investisseurs qui post-audit après leur offre ferme, c'est-à-dire là, pour le coup, il y a un engagement, puisqu'il n'y a plus de conditions suspensives, il n'y a plus de clause de réserve. Renégocie après. Donc, on est dans un monde qui est compliqué. Alors, quand on dit qu'il est plus long, vous le savez, si vous faites la même quantité de travail, mais que votre client vous paye 3 mois ou 6 mois après, votre chiffre d'affaires diminue d'autant. Donc, le métier du M&A a été lourdement impacté par ces allongements de délai, par des opérations qui étaient de plus en plus incertaines, et vous avez aujourd'hui une fragilité importante des opérations. Alors, comment est-ce que... Alors, il y a un effet également qui est sur les valorisations. C'est-à-dire que quand vous avez une même entreprise, cette entreprise, j'ai repris les chiffres, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est un chiffre intéressant, c'est l'indice Argos With You, qui est émis trimestriellement, qui permet de voir pour les entreprises européennes entre, je ne sais plus, 50 et 250 millions de valeur d'entreprise, c'est exactement notre territoire,
le multiple d'EBITDA des opérations de M&A, et il distingue les opérations faites avec les fonds d'investissement et les opérations faites avec les corporates. Et alors les deux courbes sont proches parce que comme les deux populations sont en compétition, c'est le meilleur bidder qui achète. Quand les corporates sont moins là, ben, les fonds achètent. Alors on a eu un espèce de pic totalement incroyable en 2021 post-Covid où on est monté à 13 fois les bidas. Ça, c'est une correction du marché qui ne s'était pas fait ou... Alors, d'un seul coup, il y avait de l'argent à investir parce qu'il ne s'était pas investi en 2020. Ouais. Il a fallu rattraper les deals. Et puis, deuxièmement, il y a eu une espèce de frénésie des fonds d'investissement sur les métiers résilients. D'accord. Et ils se sont dit, il faut acheter de la résilience. La robustesse sur notre portefeuille. Éditeur logiciel et les métiers de stock. Les métiers de stock, donc éditeur logiciel, courtage en assurance, gestion de patrimoine. Donc, vous avez des métiers qui, d'un seul coup, ont été super valorisés. Inversement, les métiers pour lesquels il y avait une très forte dépendance, on l'a vu, et ça s'est effrité depuis le Covid, le retail, les marques qui sont juste en dessous du premium, qui ont beaucoup souffert, l'immobilier, et en particulier l'immobilier neuf, les promoteurs, les constructeurs, la maison individuelle totalement sacrifiée. Donc il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, pour vous donner des chiffres à premier trimestre 2025, donc les derniers chiffres qui sont sortis à fin mars, on est sur un multiple d'EBITDA, alors encore une fois, moyen en Europe, EBITDA comptable et pas EBITDA normatif, 9,2 par les fonds d'investissement et 10 par les corporates. C'est-à-dire 9,2 années d'EBITDA, de dernière EBITDA comptable, valorisation pour les entreprises majoritaires, pour les deals majoritaires, et 10 fois par les corporates. Les corporates payent un petit, pardon, par les fonds d'investissement. Ça, c'est élevé ou c'est pas... Alors, ça reste... les références sur cette échelle-là. Alors, c'est très intéressant. Ça reste très élevé parce que si je regarde, on est dans la moyenne entre 2015 et 2025. Donc, c'est la moyenne des 10 dernières années. En revanche, c'est un pic par rapport à ce qu'on a pu observer sur les 20 ans. Parce que quand vous regardez 2009, on était à 5 fois les bidas. Alors, c'était vraiment un point bas. Mais on était historiquement sur 7-8 fois les bidas. Maintenant, on est à 9-10 fois les bidas. Augmentation importante. Des concentrations sur certains marchés. Mais une polarisation extrêmement forte. Alors, j'utilise beaucoup de termes polarisés. On va en parler pas mal ce matin. Les beaux dossiers sont très bien payés et attirent beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'acquéreurs. Et les mauvais dossiers ne sont plus regardés du tout. Alors, c'est ça qu'on entend, parce qu'on parle beaucoup d'une crise, un peu des reprises. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que ça peut être ces entreprises-là aujourd'hui qui, finalement, ont être en bonne santé financière, mais n'attirent pas les investisseurs? Non, je n'ai pas répondu à votre question et je vais y répondre indirectement. Je n'ai pas répondu clairement à votre question et j'espère que vous ne m'en voulez pas. Je n'ai pas répondu clairement sur l'état du marché. Et je pense que ça va répondre à votre deuxième question. Le marché aujourd'hui est très polarisé, c'est-à-dire qu'un bon deal se fait bien, même si les délais sont rallongés. En revanche, un mauvais deal ne se fait pas, ce que je disais avant. Du coup, c'est plus dur, c'est plus long, quel que soit le contexte. Et quand ça ne marche pas du tout, alors qu'avant, ça marchait à peu près. Donc, le marché du M&A, il est très compliqué. J'ai pris également quelques chiffres que je vais partager avec vous. Creux en 2023, on parle de moins 24% du marché. Légère reprise en 2024, plus 10%. Alors, ça, c'est ce que j'ai sorti comme analyse. Nous, en tant que professionnels, entre nous, on dit qu'en 2024, le marché a fait plutôt moins 15% sur le segment small mid-cap. Donc, vous voyez, les chiffres fluctuent et il n'y a pas de vérité. Mais c'est le monde de voir la baisse quoi qu'il arrive. C'est en peur de la baisse. Mais... C'est compliqué d'agréger des chiffres qui sont très différents les uns des autres. Il y en a qui parlent en valeur, il y en a qui parlent en nombre de deals. Il peut y avoir un très gros deal. Nous, ce qu'on observe, plus long, plus dur, plus incertain. Et globalement, beaucoup de mandats sur le marché, mais peu de beaux mandats. Nous, on a eu 34% de croissance en 2024.
Donc, on est un peu des extraterrestres du secteur. Et dans un marché où il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes chez mes confrères, moi, j'ai considéré que notre marché également subirait cette polarisation forte. Et du coup, j'ai considéré qu'il fallait investir, recruter, investir sur l'IA, rajouter le marketing, renforcer le marketing, surtout pas le couper. Dans les moments de crise, quand on coupe le marketing, on se fait très mal à très long terme et nous, on est persuadés d'être très bien positionnés. Donc, on a continué à investir lourdement et en 2024, on a fait une année ultra surperformante par rapport au marché. Et 2025, on a un très beau portefeuille. Le début d'année a été un peu mou parce qu'il y a eu encore cet allongement supplémentaire, mais on est en train de réaliser une très très belle année. Donc on est très content. Du coup, marché complexe, il ne faut pas travailler n'importe comment, il faut être très très vigilant. Et finalement, tout le secret, c'est de choisir ses deals. Choisir ses deals, choisir ses clients, c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'il faut en avoir suffisamment pour pouvoir dire non à certains. Mais nous, notre modèle économique, contrairement au vôtre dans le conseil où vous émettez une facture tous les mois, et quand bien même il y a un bonus, il y a des éléments réputationnels en fonction du succès ou pas de la mission, nous, c'est binaire. Success fee. 95% de nos honoraires, enfin de notre rémunération, ce sont des honoraires de succès. Et avec une partie de commission discrétionnaire même. Donc, si vous ne faites pas le deal, vous allez bosser 12 mois, 18 mois, même parfois 24 mois parce que vous êtes accroché pour votre client, vous ne sortez pas l'opération, et là, vous n'êtes pas rémunéré. Donc, d'où l'importance d'avoir un très gros travail en amont, et de se créer, alors nous en interne au sein de l'Argilière Finance, on appelle ça se créer une conviction. Et la conviction, c'est sur, alors on applique la matrice BSP, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la matrice du bon sens paysan. Il y a, beaucoup. Oui, alors c'est très important, surtout dans un monde complexe. Concrètement, on a besoin de regarder la couleur des feux verts ou des feux rouges sur 3 critères. Le premier critère, est-ce qu'il y a une vraie réalité économique sur l'opération? Si l'EBITDA est en décroissance, si un client vient nous voir en disant je veux vendre la société 100 millions mais qu'elle en vaut 50, si c'est du retail, si c'est un constructeur de maisons individuelles, vraisemblablement, pour nous, il n'y a pas le socle économique et on n'ira pas. Deuxièmement, est-ce qu'on a un vrai vendeur ou un vrai acheteur ou un vrai client qui est prêt à travailler avec les fonds d'investissement ou un fonds d'investissement qui veut vraiment céder sa participation et pas faire un tour de marché pour tester la valeur? Parce qu'on ne peut pas travailler pour et mettre une tension sur les équipes, déployer une énergie considérable pour au final avoir quelqu'un qui nous dit bon, ben écoutez, merci, j'ai adoré ce que vous avez fait. Belle étude de marché. Belle étude de marché, exactement, mais on verra plus tard. Et puis, troisième feu, est-ce qu'on est la bonne équipe? Typiquement, un dossier en distress, ce n'est pas la compétence qu'on a en interne. Un dossier de société technologique qui perd encore de l'argent et qui est amené qui doit lever des fonds pour aller vers la profitabilité, on ne sait pas faire. Il y a des gens il y a des équipes très professionnelles en France, dans le monde, pour accompagner ce type d'opération. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un métier de segment. Ce n'est pas notre segment. Donc, lorsque les 3 feux verts, maintenant, il faut qu'ils soient très, très verts. Lorsque les 3 feux sont très, très verts, on y va. S'il y a un feu clignotant orange, on n'y va pas. Comment ça se déroule après ces opérations? Là, on a bien compris le contexte du marché, comment vous vous positionnez sur ce marché, comment vous arrivez à créer de la croissance dans un marché tendu. Comment vous les construisez, ces opérations? On va parler du triptyque marché, dirigeant, manager de transition. Alors, première étape, la préparation de l'opération. Alors, la préparation de l'opération, la meilleure préparation d'une opération, c'est avant l'opération. C'est finalement avant de signer un mandat avec nos clients, c'est se créer la conviction, préparer l'opération. Traditionnellement, la façon dont se déroule un process, c'est un client ou son conseil
idéalement son manager, le manager de transition, autorisé par le dirigeant, les actionnaires, nous approche. Et là, on va faire du ping-pong. On va demander à récupérer de la donnée financière, de la donnée de marché propre à l'entreprise. On va avoir des échanges avec le dirigeant, avec la direction financière, si la confidentialité attendue du dirigeant le permet. Alors, on aime bien et on s'aperçoit que les opérations les plus réussies se font avec les clients les plus sophistiqués, qui considèrent qu'il est indispensable d'avoir une banque d'affaires et de ne pas le faire tout seul, mais qu'il faut donner à la banque d'affaires les éléments pour lui permettre de présenter sa compréhension. Ils construisent un partenariat vraiment. Exactement. Donc nous, on va construire un pitch. C'est un truc sur lequel on peut passer des centaines d'heures. C'est un peu comme les avant-projets des architectes. On n'est pas choisi encore. On n'a pas de lettre de mission. C'est un truc qui n'est pas rémunéré. On construit un pitch, analyse de marché, analyse de l'entreprise, les transactions du secteur, la liquidité du secteur, les valorisations, les éléments clés pour optimiser l'opération pour notre client, les contreparties et ensuite l'accompagnement que propose l'Argélière Finance. C'est un document qui peut monter jusqu'à une trentaine ou une quarantaine de pages sur mesure. C'est des centaines d'heures de travail. Et là, on ne parle pas de valorisation encore. Il y a la valo dedans. Il y a une valo qui est une valo Excel. Parce qu'on n'a pas les éléments propres à l'entreprise qui nous permettent de dire voilà typiquement les éléments qui vont permettre de se dire il y a un risque sur l'opération, où il n'y a pas les éléments d'EBITDA qui permettent de dire il y a un EBITDA comptable à 10 millions, mais dans les faits, il y a eu des éléments qui font que l'EBITDA réel, il est de 5 millions, parce qu'il y a de la production immobilisée, parce qu'il y a du crédit d'impôt recherche qui ne va pas être valorisé dans les multiples d'EBITDA. Inversement, vous avez un dirigeant qui prend des rémunérations très importantes, ou bien l'entreprise a traversé des éléments d'exploitation exceptionnels. Dans ce cas-là, on va devoir les sortir de l'EBITDA pour construire un EBITDA normatif. Or, l'EBITDA est un élément de référence clé de la valorisation. Comme on le disait tout à l'heure, on parle très souvent de multiples d'EBITDA. Donc, on n'a pas encore une connaissance fine, et parfois on a une connaissance lapidaire seulement de ces éléments, mais on avance, simplement on pose les sujets et on montre surtout deux choses. Un, voilà comment on va travailler, voilà comment se monte une opération. Alors, quand vous avez des clients qui sont sur leur LBO secondaire, leur LBO terre, ils connaissent par cœur et c'est très bien, et on parle tout de suite le même langage et ils sont contents. Inversement, et c'est un peu la spécialité de l'Argélière Finance, quand on est dans une situation primaire, c'est-à-dire la première opération capitalistique d'une famille, d'un dirigeant, d'un fondateur, d'un entrepreneur, d'une équipe de management, ben là, on va dire la même chose, mais de manière extrêmement claire, et on va repartir aux bases et on va présenter avec beaucoup de clarté. Pourquoi? Parce que quand on met en jeu son patrimoine professionnel, qui est souvent la majeure partie du patrimoine familial, ben, il faut avoir une vision totalement claire, il faut avoir une compréhension totale de ce qui va se passer. Et on évangélise énormément, on explique, on apporte des exemples extrêmement simples. Enfin, j'espère qu'on se parle depuis quelques minutes. Je n'ai pas utilisé de bons mots compliqués. On n'a pas fait de démonstration un peu lunaire. Nous, on a coutume de dire on n'envoie pas des fusées sur la Lune. Je l'ai dit tout à l'heure. On essaye de faire de la finance simple. On la fait très bien, on a l'expertise, mais il faut expliquer les choses et permettre à nos clients de prendre des décisions. J'y vais pas. À ce moment-là, votre interlocuteur, on est encore dans la préparation du deal, c'est que le DG. Vous avez déjà un codir qui commence à... Traditionnellement, sur les opérations primaires, notre interlocuteur, c'est la présidente ou le président only. Il n'a pas informé ses équipes. Et puis, ce n'est pas nécessaire de mettre le management dans l'opération à ce stade, dans la mesure où il ne faut pas que le management s'invite à l'opération. Il faut permettre au dirigeant, qui est l'actionnaire le plus souvent majoritaire, voire totalitaire, de prendre sa décision librement. Et puis, c'est un moment où il faut que le management reste très concentré sur le business parce qu'il faut que les chiffres soient bons. Donc, notre interlocuteur, c'est généralement la présidente ou le président, parfois la famille, et ça s'arrête là. Lorsqu'on est sur une opération secondaire, c'est-à-dire il y a déjà eu un tour, par exemple, de LBO,
Puis après, je prendrai l'exemple d'un corporate. Mais lorsque vous êtes avec une entreprise sous LBO, traditionnellement, vous avez le management et le ou les fonds d'investissement. Et là, vous avez un contexte où vous avez des fonds plus sophistiqués et on parle un peu cuisine beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus fine sur le business. Un point important, c'est que dans tous ces sujets, en particulier dans les LBO, je vais parler de dirigeants parce que c'est notre client naturel, mais il y a un acteur qui est clé et ça vous concerne directement, c'est le management. Parce qu'un bon LBO, c'est un LBO qui se fait avec une équipe de management qui va participer à cette opération capitalistique. Pourquoi? Parce que tout naturellement, elle porte un projet. Ce projet ne peut pas être porté par un homme seul qui risque d'être en limite de DLC, qui peut avoir... on ne fait pas un LBO avec un dirigeant de 75 ans. Il faut qu'il y ait un management plus jeune, il faut qu'il y ait une force vive dans l'entreprise, puis il faut des risques, il ne faut pas que ça tienne sur une femme ou un homme, aussi bon soit-il. Troisième cas de figure, lorsque vous êtes avec un grand corporate, je vous disais, on travaille pour 2 groupes du CAC 40, on travaille pour 2 grands établissements bancaires, 2 grands groupes bancaires sur leurs opérations capitalistiques. Là, les interlocuteurs, ce n'est pas le président du groupe, hein, on ne l'a jamais vu. En revanche, c'est l'équipe du M&A. Et là, qui a une vision très claire, et là, c'est ultra processé. Généralement, ils ont fait de la banque d'affaires, oui, ils ont fait de l'investissement. Et là, ils ont besoin d'une banque parce que là, je pense à un groupe qu'on accompagne, ils ont une équipe de 15aine de personnes, mais ça ne suffit pas parce qu'un deal, c'est énormément de ressources, énormément de travail, c'est des milliers d'heures de travail, et ils ne peuvent pas porter toutes les opérations en même temps. Et puis, nous, on intervient encore une fois sur le small et le lower mid cap. Une opération à 50 millions d'euros, ça ne justifie pas que le M&A du groupe du CAC 40 intervienne directement sur l'opération. Ils sont à ce moment-là en pilotage et il faut intervenir des experts reconnus comme nous. Le process d'une opération, j'étais un petit peu long, mais premièrement, se créer une conviction commune. La conviction, nous, on dit on y croit pas, mais on va voir également si notre interlocuteur, le dirigeant, le fonds d'investissement, le grand corporate, valide nos hypothèses ou bien fait évoluer nos hypothèses et on fait du ping-pong. Si on est d'accord... Il y a quand même un jeu de confiance énorme, c'est quand même beaucoup basé sur l'humain à ce moment-là. Oui, vous regardez beaucoup de chiffres. En fait, il y a quand même beaucoup de... C'est que de la confiance. Ouais. Parce que quand on fait une analyse d'une entreprise, toutes les banques d'affaires sérieuses, on est à peu près tous équipés des mêmes outils. Et vous allez avoir les mêmes conclusions. Et on doit avoir à peu près les mêmes conclusions. S'il y a un gars qui est complètement en dehors du truc, il faut vraiment se poser la question. Soit il a accès à des informations formidables, dans ce cas-là, il faut qu'il le dise, mais dans les faits, c'est peut-être plutôt parce qu'il s'est planté, ou qu'il a mal compris le secteur, l'entreprise, le contexte de l'opération, ou bien il faut qu'il change il faut qu'il mette à jour sa version d'Excel. Mais globalement, on va arriver, d'ailleurs c'est à peu près toujours le cas, on a à peu près tous les mêmes analyses et les mêmes rationalités, enfin parmi les gens sérieux. Après, la différence, elle se fait sur ce travail de conviction et sur la confiance. Et la légitimité sectorielle qu'on peut avoir également. Et une fois que ça s'est établi, on part dans un mandat, et là, on lance plusieurs étapes en temps masqué, enfin tout en même temps. La VDD, c'est-à-dire la Vendors Due Diligence, c'est-à-dire les audits à minima financiers, parfois stratégiques, parfois juridiques, parfois opérationnels, parfois cybersécurité, qui permettent à l'entreprise de piloter ses audits pour lui permettre d'être bien certain que tout est carré avant d'aller sur le marché. Et deuxièmement, comme elle a déjà payé les audits, le process sera beaucoup plus rapide après et les fonds d'investissement auront confiance dans les chiffres qui sont donnés. Dans un LBO, typiquement, un LBO, c'est un projet. Et ce projet, il doit être matérialisé à travers un business plan prévisionnel et des analyses de cash flow prévisionnelles qui vont permettre aux investisseurs qui vont regarder l'opération de nourrir leur modèle LBO. Si c'est des trucs qui ont été faits par une direction financière débordée de l'entreprise ou par un dirigeant ou par nous, c'est remis en cause. Et ils refont à peu près toutes les additions et tous les calculs. Et c'est normal. En revanche, il y a des gens, les cabinets d'audit, les grands cabinets de transaction services, de VDD,
type Eight Advisory, EY, vont intervenir, mettre leur coup de tampon et dire les formules sont bonnes, les calculs sont bons, la compta est bonne. Et ils vont surtout dire on est parti de l'EBITDA comptable, voilà les retraitements qu'on peut introduire, et voilà l'EBITDA sur lequel on va travailler, qui est un EBITDA normatif. Alors, négocier. Parce que l'EBITDA normatif, il est toujours favorable à l'opération et à l'entreprise. Mais au moins, il y a un socle, ce n'est pas le client qui le dit, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'entreprise, le cabinet de conseil, Matters Due Diligence qui va le dire. Donc, on lance la VDD, élément de rassurance très fort pour les contreparties, et beaucoup moins de discussions sur les chiffres. On lance le montage de la data room, qui est porté le plus souvent par l'architecte de finance, et on lance la rédaction du mémorandum de présentation de l'opération. Et puis, au fur et à mesure, on va créer un cadre marketing pour l'opération. C'est-à-dire que si c'est une opération, nous, ce qu'on adore, c'est les opérations dual track. Ça ne veut pas dire qu'on fait que ça, mais on explique à nos clients très souvent que pour une opération majoritaire, c'est le contexte qui va permettre de réaliser la meilleure opération. Alors, c'est quoi un dual track? C'est soit dans un contexte de vente d'entreprise, on va vendre 100% de l'entreprise à un corporate, soit on va vendre une majorité ou la totalité à un fonds d'investissement. Comme ça va permettre à un acteur dont c'est la première opération ou qui a déjà fait des LBO d'être bien certain qu'il a la meilleure offre du marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre téléphone en disant, dis donc, tu sais, pour l'instant, je sais que tu investis dans tel secteur, tu es en train de déployer tes capitaux avec tel test d'investissement sur ton fonds d'investissement. Pour info, on vient de signer un mandat avec un acteur qui rentre bien dans ta thèse. Si tu veux prendre un café, on n'a pas encore les chiffres, on n'a pas encore les éléments, mais rencontrer le dirigeant. On appelle ça les coffee meetings. On fait quelques-uns avec quelques fonds d'investissement idéalement identifiés, de gens qui sont pile dans la thèse, dont la thèse est pile pour l'entreprise et l'opération, et deuxièmement, qui ont du temps, qui ont une connaissance sectorielle et qui peuvent aller vite. Et on leur dit, écoute, une fois que tu auras le mémo, tu seras prioritaire, tu auras accès à la data. Si tu es capable de ajouter une très belle offre très vite, on te met dans un contexte de promotion. Pas exclusive, mais on mettra un nombre limité d'acteurs. Donc ça, c'est la deuxième partie. On commence à travailler et puis on commence à faire du marketing. C'est un peu le début de la négo, là. Toujours. On adore ça. C'est pour ça que l'IA ne remplacera pas tout. Et c'est pour ça que nos clients viennent vers nous. On a la réputation de vendre cher. Donc, ça veut dire qu'on a la culture de mettre en place des process concurrentiels extrêmement structurés qui permettent d'aller chercher le meilleur de la valeur. Et on reçoit des LOI, donc des lettres d'intention, letter of intent, qui sont non-binding, je suis désolé, il y a des gros mots, mais qui sont non engageants pour celui qui émet la lettre d'intention. On les renégocie, on prend les 3 meilleurs, et on dit on les présente bien sûr toutes à nos clients, mais avec le client, on renégocie, on garde 2 ou 3 meilleurs, et là on dit à ces acteurs, vous allez avoir accès maintenant à la data room, vous allez pouvoir faire des audits, sachez que vous allez avoir accès à la VDD et vous allez pouvoir poser des questions aux VDDistes pour avoir une information extrêmement fine sur le plan financier, juridique, cyber, selon les VDD qui sont disponibles. Et vous avez, et là on envoie une process letter, une nouvelle process letter, vous avez 3 semaines, vous avez 1 mois pour revoir le management, visiter les sites et lever les conditions suspensives pour aller jusqu'à l'offre ferme. Okay. Donc, c'est une tension de négociation permanente. Et une fois qu'on a une offre ferme, là, c'est plus. Alors, une offre ferme, une letter of intent, ça peut faire 5 pages, 10 pages. Une offre ferme, c'est 80 pages ou 100 pages. Vous avez déjà les éléments de GAP, de garantie d'actifs et de passifs, et les éléments de la garantie d'actifs et de passifs. Et ça, c'est standard du tout. C'est pas quelque chose qu'on prend d'un année à l'autre. Alors, le plan est à peu près standard, mais chaque opération est spécifique. Et là, se mettent en œuvre. D'un côté pour rédiger, de l'autre côté pour recevoir et valider et négocier. Mais on va avoir les éléments éventuellement de typologie de paiement du prix, d'earn-out, management package. Donc tous ces gros éléments qui ne vont pas être détaillés très finement, qui vont donner lieu ensuite à une rédaction plusieurs centaines de pages, mais l'offre ferme doit être une offre extrêmement consistante avec très peu d'espace de discussion. Et ensuite, on a environ entre 4 et 8 semaines de pure négociation juridique jusqu'à réaliser le closing.
Voilà pour le process. Super. Quelle est la place du manager de transition dans ce process? Parce qu'ils arrivent de l'extérieur, c'est quoi la valeur ajoutée et comment ils trouvent leur posture? Alors déjà, nous, on trouve que c'est une très grande chance lorsque dans les entreprises, il y a des managers de transition. Pourquoi? Parce que ça veut dire que notre interlocuteur, le dirigeant, que ce soit une opération primaire ou qu'il soit accompagné par des fonds, il a pris conscience qu'il fallait renforcer certains postes. Ouais. Et puis, tout naturellement, nous, on voit fréquemment des managers de transition qui deviennent des managers à plein temps, full-time, qui deviennent des acteurs de la vie de l'entreprise et qui viennent renforcer les entreprises. Les belles opérations, j'en parlais tout à l'heure, nous on n'intervient que sur les entreprises de croissance profitables. Les belles opérations sont des opérations où vous avez un management de qualité. Et typiquement, le management de transition est une façon pour un entrepreneur, pour ses investisseurs, pour ses banquiers, de venir renforcer ponctuellement et même sur le long terme cette équipe de management. Après, il ne faut pas que le manager de transition disparaisse après l'opération. Donc, il est important. C'est pas pour habiller la mariée. Ah non, on ne vend pas des bagnoles volées. Hein. On ne fait pas du camouflage. Au contraire. Non, en plus, je veux dire, à l'époque où on maquillait des chiffres, tout ça, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est totalement terminé. Les audits sont tellement profonds et les durées s'étant allongées. Vous avez des gens brillants qui vous auscultent sous toutes les coutures et qui détectent absolument tout. Donc, si on essaye de faire passer un manager de transition pour un gars qui est là depuis pas mal d'années ou dire qu'il va rester, mais il est déjà un peu dehors ou il est part-time, ça va se voir. Et là, vous allez rentrer dans de la rupture de confiance. Et aujourd'hui, quand il y a une rupture de confiance entre un dirigeant, une équipe de management et d'autre part des acquéreurs ou des investisseurs. Ou la banque d'affaires au milieu d'ailleurs aussi. Et la banque d'affaires au milieu. Ah ben nous, quand on nous ment, on est sanglants. Hein. Ouais. On est très. C'est généralement là que j'interviens pour traiter un peu le sujet. Mais généralement, on a traité le sujet dans le pitch avant en posant des questions un peu fines et en prévenant bien les clients que on ne peut pas raconter des carabistouilles. Les audits vont être trop importants. Plus personne n'y gagne. Rupture de confiance, fin du deal, fin de la négo. Et donc, pour revenir à la manager de transition, eux, leur posture, donc au-delà de ce gage de vision, en fait, hein, de la part du dirigeant, de dire je renforce ces équipes là où il faut, je fais les transpos, j'apporte de l'expertise externe pour assurer la qualité personnelle. Est-ce qu'ils interviennent au cœur de ce deal, où finalement, ils sont là plutôt pour garantir la partie continuité opérationnelle? Ou est-ce qu'ils peuvent aussi être sollicités de la part de l'entreprise pour venir renforcer les équipes autour du MNE? Alors, il y a deux niveaux, Anne-Laure, sur ce point. Nous, on considère au sein de l'ingénieur finance que un bon projet, c'est un projet qui est porté par un management et il est très important qu'un acheteur ou un investisseur rencontre le management. D'ailleurs, les management présentations font partie du process. Ensuite, vous avez des dirigeants qui acceptent de présenter leur manager plus ou moins tôt en fonction de la notion de confidentialité, puis du fait de la crainte de se faire déposséder de l'expertise. Nous, on est très favorable à permettre aux investisseurs de rencontrer très tôt le maximum de managers. Ça, c'est la partie opérationnelle. La deuxième partie, c'est la partie capitalistique. De la même façon, on considère qu'il est très important d'associer les managers aux repreneurs ou aux dirigeants qui peuvent faire une opération minoritaire et qui va rester le patron. Mais il est extrêmement important que le management soit associé dans le cadre d'un management package. Pourquoi? Parce que ça aligne les intérêts, tout simplement. C'est-à-dire que tout le monde travaille dans la même direction, avec les mêmes intérêts, créer de la valeur. La pérennité de l'entreprise et la création de la valeur pour les actionnaires. Si vous n'êtes pas actionnaire, si vous êtes un manager qui n'est pas actionnaire, vous travaillez moins dans cette direction. Super, merci beaucoup. Oui. Pardon, un tout petit point. Ce qui est gratuit ne vaut rien. Donc les AGA, les actions gratuites, nous on les déconseille systématiquement. On déconseille à nos clients dirigeants d'en donner aux managers parce que si c'est gratuit, ça ne vaut rien.
Au pire, un manager, il a une autre offre à côté, ben, il s'en va, il n'a pas payé. Si un manager est allé à sa banque, a emprunté 100 000, 200 000, 300 000 euros, ce qui est une part très importante de son patrimoine, ce qui est des montants très très importants pour des salariés, il va se poser la question 2 fois avant de partir, et puis il va se battre pour l'entreprise. Mais je vous rappelle qu'il va être associé à côté très souvent d'un dirigeant dont c'est le seul patrimoine, parfois depuis des générations. Il faut aligner les intérêts et il faut renforcer ce qu'on appelle le commitment, c'est-à-dire l'engagement. Ouais. Merci beaucoup, Paul. Moi, il nous reste 9 minutes. Je vais respecter votre temps et votre temps à tous. Je pense qu'il y a Victoire qui m'entend. Je vais demander de nous rejoindre pour qu'on puisse voir les questions parce que j'en ai vu défiler plusieurs qui sont arrivées sur sur le fil d'info. Et voilà, on a Victoire qui arrive. Donc, si vous avez encore des questions, c'est le moment. Allez-y. On va prendre aussi les questions suivantes. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, ne vous inquiétez pas, on pourra toujours voir avec Paul pour vous envoyer des réponses aux questions restantes. Victoire. Merci. Merci de nous rejoindre. C'est très intéressant, mais pas mal de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de tout poser, mais comme l'a dit Amina, on trouvera une solution. Avec grand plaisir. On a déjà une première question de Karim qui était plutôt posée au début du webinaire. Au-delà du profil du repreneur, quels sont les 3-4 critères clés pour décider d'investir sur un dossier de MBI par rapport au MBI? Alors effectivement, je n'ai pas mentionné le MBI. Pour faire très vite, le LBO, c'est quand il y a du management de l'entreprise, et le MBI, c'est quand le manager vient de l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de management en place pour accompagner le fonds d'investissement, pour déployer le projet de reprise. On a en France une chance formidable, on est le premier marché d'Europe continentale du private equity. Ça veut dire qu'on a environ 400 équipes de gestion qui ont différents véhicules d'investissement. Ça veut dire 400 personnes qui sont sur des segments différents, mais sur un même segment, vous pouvez avoir plusieurs dizaines d'équipes qui sont en concurrence les unes avec les autres. Le MBI, historiquement, était absolument refusé. Et aujourd'hui, le MBI, il y a des équipes spécialisées dans le MBI. Donc oui, ça se finance. Ça dépend un peu des équipes. Deuxièmement, vous avez des fonds d'investissement également, et ça va vous concerner directement en tant que manager de transition. Vous avez de plus en plus de fonds qui disent nous, on veut mettre en œuvre des operating partners. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que mettre de l'argent, on veut être différenciant par rapport à nos petits camarades des autres équipes de gestion. On va vous apporter du savoir-faire sur des fonctions, sur des besoins spécifiques, sur des territoires, Et là, pour le coup, il y a clairement la place de manager de transition. Et je sais que nombre d'entre vous sont déjà en discussion avec des équipes de sociétés de gestion, de fonds d'investissement, pour venir renforcer les practices ponctuellement sur des dossiers. Donc, le MBI, ça existe, ça n'existait pas trop il y a 5 ans, 10 ans, ça marche. Et il y a un vrai développement des accompagnements opérationnels par les fonds d'investissement, par les operating partners, qui sont mis par le fonds d'investissement. Attention, s'il y a des operating partners, il faut que le fonds soit majoritaire. Il ne faut pas prendre le risque s'il est minoritaire, il ne veut pas prendre de risque opérationnel. Ça ne répond pas tout à fait à la question, mais... Si, je pense que c'est pareil. Une autre question, à quel point l'écart de valorisation entre vendeur et acheteur peut bloquer les transactions avec des stratégies efficaces pour le fonds? Alors, on en a, ça va être une question qui a dû être posée en début d'échange. Vous avez vu, nous, on est des pros de la négo, c'est notre métier. On est là pour permettre à notre client de dire j'y vais ou j'y vais pas parce que j'ai pas le prix que je veux. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la filière finance a permis d'avoir une vision claire du marché. Moi, je dis toujours à mes clients, seul le marché a raison. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les équations sur les fichiers Excel qu'on veut, on peut faire tourner tous les modèles, on peut faire tourner toutes les simulations de ChatGPT. Il n'y a qu'une seule chose qui vaut, c'est pas le prix, combien quelqu'un est prêt à mettre. Après, le client est libre d'accepter ou pas. Alors, il n'y a pas que le prix, hein. Il y a le projet, il y a l'intuitu personné, il y a l'envie de travailler ensemble, l'accompagnement, il y a le manpack pour les managers, il y a l'earn-out qui sont des éléments de paiement différés du prix en fonction d'événements. Il y a plein de choses importantes. Une question un peu plus large, quels sont les secteurs d'activité qui vivent le plus de situations de M&A actuellement?
Alors, il y a des secteurs à l'arrêt. Je suis désolé, je ne réponds pas à l'envers, mais il y a des secteurs à l'arrêt. On en parlait, le retail, l'immobilier, le textile en général. Et puis, vous avez des secteurs qui restent très, très forts, avec des valorisations qui restent très, très forts. Courtage en assurance. Là, on est en train de faire un LBO secondaire sur une opération, nous-mêmes surpris par les multiples et par l'appétit du marché, avec des corporates et des fonds d'investissement. Avec des banquiers prêteurs qui sont là partout, formidable. Autre secteur qui marche très fort, la gestion de patrimoine, les éditeurs logiciels, mais en mode SaaS, pas on-premise. Voilà quelques-uns des exemples. Et la défense. Oui, ça, on a fait une de focus sur la défense, mais c'est vrai que je suis ancien auditeur de l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de défense nationale, ce qui m'a permis de nager dans cet environnement entre les armées, la délégation générale à l'armement et puis les industriels de la défense, ce qu'on appelle la BITD, base industrielle et technologique de défense. Il y a 2-3 ans, tout le monde pleurnichait. Aujourd'hui, ça bosse très fort et on a pas mal de dossiers sur lesquels on intervient. Oui, allez, il me reste encore 3 minutes. Très bien. Comment anticipez-vous en amont les difficultés qui peuvent arriver post-acquisition? Alors, très bon sujet, on en avait parlé dans la préparation et j'ai raconté trop de choses. Non, on fera une deuxième expérience, il n'y a pas de problème. Nous n'intervenons pas sur le PMI. Ce n'est pas le rôle de la banque d'affaires, c'est le rôle de l'acquéreur de mettre en œuvre les bonnes stratégies pour intégrer l'entreprise. Post-merger integration, PMI, c'est clé. En revanche, lorsqu'on est à l'acquisition pour nos clients, on leur dit toujours 50%, même 90% de la création de valeur, c'est pas l'acquisition et la négo de l'acquisition, alors que c'est notre partie, hein, je devrais peut-être pas dire ça, mais 90% de la valeur, c'est l'intégration. Et on est, nous, tout à fait convaincus qu'il est indispensable de renforcer l'entreprise par un management qui peut être intérimaire, qui peut arriver dans le cadre d'une transition, mais ce sont des sujets de management et le manager de transition a une opportunité considérable au moment de cette transition, justement, capitalistique. Pourquoi? Parce qu'une acquisition en investissement, c'est un nouveau projet. Et il faut qu'il y ait de la richesse qui vienne de l'extérieur. Oui. Et c'est du temps, c'est de la ressource, alors que la quantité opérationnelle doit rester un... C'est pas le rôle de la banque d'affaires, mais nous, on prévient toujours nos clients sur ce point. Bon, eh ben, c'est super. Un grand merci, Paul. Merci de m'avoir accueilli. J'espère avoir apporté un petit peu de clarté et j'espère également vous avoir transmis la passion qu'on a d'accompagner nos clients. Oui, je peux vous dire, on l'a bien ressenti. On a une super équipe, on a une équipe formidable, on recrute beaucoup, on a 0 turnover. Parce que je crois qu'on recrute que des gens qui adorent leur métier et on a la chance d'avoir une... C'est comme vos dossiers, vous sélectionnez bien aussi vos collaborateurs. Oui, parce que parfois, on ne prend pas le meilleur expert. Ils sont tous bons, hein, mais le critère, il faut qu'ils soient bons parce que ce n'est pas négociable. Mais il faut surtout qu'on ait envie d'aller prendre un café et même de partir passer une soirée ou partir en vacances avec les équipes parce que de toute façon, on sait que ça va être dur et on a envie d'avoir des gens sympas pour des clients sympas et des deals sympas. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir permis de rentrer dans les coulisses de la banque d'affaires. Vous ne connaissez pas forcément aussi bien, d'avoir mieux compris le rôle que vous avez dans ces deals et que nous avons confirmé qu'il y avait de la place pour de majeure transition dans l'accompagnement de ces grandes opérations. C'est très important et sachez qu'on est les premiers à rappeler l'importance du renforcement des équipes. Ouais. Chers managers, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite aussi un très bel été si on n'a pas l'occasion de se revoir d'ici là. Et Experiency reprend en septembre. Donc, veillez vos boîtes mail. On vous envoie les invitations très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à toutes. Merci à tous.